Messi. L'essence d'un label sensoriel. Une plongée immersive idéactif. Numérique, mécanique et cinétique. J'imagine que vous aimez voir les lieux que vous avez façonnés, Arthur et Selma. Oui, on aime voir quand c'est mis en œuvre, on aime voir les gens qui le traversent, on aime voir leur regard qui s'éparpille dans les couloirs, comme ça, ouais, c'est agréable. Le passage dans notre passage. On le décrit, ce lieu On le décrit Ce lieu ? Enfin, ce lieu que vous avez scénarisé au niveau des lumières. C'est un couloir qui accompagne l'entrée des visiteurs de l'exposition, qui va du point d'entrée dans l'expérience à toutes les autres salles qui partent en parallèle de cette nervure centrale. Cette nervure centrale, c'est jamais qu'un couloir de bureau. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort quand tu t'adresses à nous, parce que sinon on va pas t'entendre bien. Vous êtes devenu sourd. Il faut dire que quand même. On est jeunes, on passe beaucoup de temps la tête dans les caissons, et ça ne réussit pas toujours. Désolé. Ce couloir, au départ, c'est un couloir de bureau. C'est vrai, ouais, complètement transformé pour l'occasion. Et d'ailleurs, je trouve que l'organisation ici, Numessi, a vraiment réussi son pari de transfigurer le lieu, transfigurer cet espace avec tous ses codes aussi, ceux du bureau, ceux de l'office, quoi. Donc voilà, le silence, chacun dans son compartiment. Et ici, on voit une circulation constante, en fait, et des gens qui sont curieux de passer la tête dans une porte, de découvrir des installations numériques par-ci par-là, des concerts, des lives. Et ouais, la surprise est au rendez-vous. C'est vraiment un beau défi relevé pour eux. Un défi, un challenge, comme on dit aussi, Sandra. Oui, je pense aussi, parce que c'est quand même assez énorme en termes d'organisation. Il y a beaucoup d'artistes qui se rejoignent et qui se rencontrent dans cette expérience-là, et j'ai un chat dans la gorge. Il y a plein de chats. Alors, puisqu'ils sont tous déjà en train d'arriver, regardez cette silhouette-là qui arrive. Tout à fait. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour profiter, et qui ont profité du moment aussi pour lâcher prise et défaire les codes aussi, pour se sentir libre en fait dans un espace de bureau où d'habitude on est très contraint par la tâche. Et là, c'est tout le contraire. Là, c'est la fête qui est convoquée, c'est l'ailleurs, c'est l'imaginaire. C'est assez puissant d'ailleurs, parce que en fait, il y a des pluies de LED. S'il fallait quand même aller dans le descriptif de ce que vous avez essayé de tenter. D'ailleurs, je vous laisse de nous le décrire, ce couloir. Oh, c'est Selma qui le racontera le mieux de travailler sur le LED. J'adore le collectif. Ouais, tout à fait. On a essayé vraiment d'accompagner l'espace et de travailler dans toute la profondeur du lieu, tout en soulignant un peu là, par ce mouvement-là, la verticalité de l'espace, et de vraiment mettre en valeur toute la profondeur du lieu, quoi. Et alors, quel matériau on utilise ? D'ailleurs, moi j'utilise quelque chose d'assez classique avec le son. C'est avec ce avec quoi vous avez travaillé aussi, c'est-à-dire que j'ouvre les portes pour essayer de trouver un peu de calme, là où ça peut être encore le cas. On transforme peut-être une alcôve, parce que finalement ici on est dans un couloir de bureau, je le disais. Et là, ça y est, on peut travailler. Dans un bureau. Qu'est-ce qu'on voit devant nous ? Une jolie vue sur tout Paris et un début de coucher de soleil assez agréable. Sur Montmartre, et sur Montmartre au fond, et sur la ceinture du périphérique. Donc déjà là, la vue crée beaucoup de contraste, et ce contraste, on le retrouve avec les jeux de lumière qui parsèment tout le lieu là-bas. Selma a oublié de dire que quand même il y avait un effort de mapping particulier, donc il y a des animations vidéo qui circulent au travers de tous ces rubans LED qui sont alignés et construits comme des lignes dans le couloir. Cette animation-là, c'est elle et Lénaïque, qui fait aussi partie du collectif Acidiacea. Acidiacea. Parfait. Non, mais vous vous rendez compte que vous êtes un collectif. Alors vous êtes un collectif au nom totalement imprononçable. C'était ça l'idée ? On aime bien donner du fil à retordre. Alors oui, l'idée c'était peut-être avec un nom déjà de forcer l'attention des personnes et de les mettre dans une dynamique un peu chantante, parce que Acidiacea, c'est chantant de base. Et ça vient d'où ? C'est un organisme sous-marin qui s'adapte à son environnement
qui nous Proche. forment. On va dire, tu vois. Proche du plancton, proche des coraux. Donc c'est un organisme collectif qui vraiment vient se greffer à des environnements, comme on pourrait voir des anémones se greffer, comme on pourrait voir des coraux justement profiter d'un amoncellement de roches sous-marines pour créer une colonie. Donc cette idée de colonie, cette idée de collectif, cette idée de vie reliée, c'est ce qui d'abord a motivé le groupe, c'est ce qui l'a soudé et c'est ce qui en fait sa plus forte identité en fait pour nous. Donc ce nom, ça renvoie vers un symbole qui pour nous est un totem et ce totem, on essaie de le faire vivre et en même temps, ça travaille nos identités au sein du collectif. Et ce collectif avec ce nom Acidia Sea, si chantant, c'est un organisme marin lumineux, phosphorescent? Pas particulièrement, il me semble. Mais... Parce qu'il y en a plein dans les profondeurs. C'est pas comme le plancton phosphorescent, mais nous, en tout cas, on travaille beaucoup sur la lumière et la luminescence sous plein de formes totalement différentes, plein de médiums aussi très différents et dans plein d'espaces très différents. Mais le commun aussi qu'on a avec cette idée d'adaptation à son environnement, c'est qu'on travaille assez souvent in situ. Donc on prend vraiment un lieu pour y développer une idée avec un médium lumineux et s'adapter vraiment à toute la spatialité d'un lieu en particulier. C'est ce qu'on a fait ici dans ce couloir en fait, en travaillant vraiment sur cette idée de passage et de profondeur, et c'est ce qu'on fait au quotidien dans notre pratique en fait. Alors avec des clients parfois qui sont des clients imposants. Oui, alors là, nous, on fonctionne pas vraiment sur de la stratégie de développement. On nous contacte beaucoup. Les gens, je pense, arrivent sur notre récif web, notre site web, voient des images. Je pense J'adore les allégories marines. Oui, mais tout à fait. Mais moi, je vais filer la métaphore sur les fonds marins et ça expliquera très bien nos activités. Et là, je pense que notre site web est un beau récif qui attire les gens et qui crée en eux des petites bulles d'utopie. En fait, je pense qu'ils sont très, très curieux de voir ce que ça peut donner dans le cadre de leurs organisations. Et donc, ils s'engagent à accueillir un organisme qui va prendre corps, qui va prendre place et se greffer à des structures architecturales ou festives préexistantes et après se développer. Mais nous, on fait pas trop le tri sur les personnes qui nous appellent. Ça va du public au privé, ça va de l'alternative underground à des choses très autorisé, ça va de la petite organisation aux gros organismes. Donc à ce niveau-là, nous, on essaye surtout de diffuser un maximum nos idées propres, celles qui font notre singularité, mais aussi derrière le développement des arts numériques, des arts interactifs et de mettre en valeur aussi des pratiques, on va dire, non scolaires de programmation et de montrer qu'on peut faire preuve d'ingéniosité avec peu de moyens, parfois peu de ressources, mais avec une ressource clé, celle du collectif, justement, celle du partage des idées, celle du partage des moyens et du temps consacré à une œuvre commune. Donc ça, c'est un peu notre motto. Et Selma, quand Arthur dit non scolaire, ça veut dire qu'il faut que de tout le travail que vous réalisez avec ceux qui vous appellent soit absolument de l'ordre de la fantasmagorie, de la poétique, de l'imaginaire convoqué, que tout ça soit ludique. Il faut que ce soit surtout un peu inventif et spontané dans cette pratique-là, comme on est en train de la développer aussi avec Numessi et les organisateurs du coup de cet événement, comme on l'a fait avec l'événement aussi précédent pour Positive Altitude, de vraiment partir sur un travail de la spontanéité par rapport à l'espace et d'improviser totalement en fait notre action dans un lieu, ce qu'on fait de plus en plus en ce moment d'ailleurs, de partir avec un médium, avec une technologie et d'habiller un espace totalement en autonomie et en créativité spontanée, en fait, totalement. C'est là peut-être où ça peut être non scolaire et non normé d'une certaine manière, parce que c'est spontané et ça peut être totalement inattendu ou un peu confiné, mais ouais, je pense que c'est une bonne façon de travailler, de se mettre à l'épreuve aussi par rapport à une créativité qui peut être dans le milieu dans lequel on travaille, toujours normée, toujours basée sur des plans très précis
est très prévu à l'avance, je pense que ça peut créer des choses vraiment intéressantes. Mais d'ailleurs, s'il fallait rebondir sur le mot non scolaire, et puisqu'ici on est au 15e étage de cette tour Idéactif avec tout Paris qui s'offre à nous, mais après tout, sur un plateau assez classique de bureaux qui ne le sont pas moins, si vous arriviez à transformer les couloirs de nos tristes écoles parfois comme vous l'avez fait ce soir, ça serait là un rêve absolument qui se rapprocherait de l'utopie. Enfin, j'exagère un peu en disant ça, mais on rêve d'un autre monde quand on arrive dans vos mains. Si on se mettait justement à ériger en programme notre action artistique, on louperait notre objectif. Donc on ne va pas remplir toutes les écoles, par contre on va au contact de tous les publics et on essaye de faire comprendre ce qui nous motive, c'est-à-dire l'expérimentalisme et moi ce que j'aime bien appeler la sérendipité, c'est-à-dire le fait de se laisser surprendre par les éléments qui nous sont donnés pour les déformer et pour les amener en fait à bricoler des choses qui étaient inattendues. L'expérimentalisme, c'est une notion qui renvoie plus à ce croisement entre art et science aussi, où on essaie de mettre à l'épreuve autant les imaginaires que les corps des personnes. La sérendipité, après, c'est quelque chose qui nous définit par ailleurs, c'est la spontanéité en fait. C'est le fait de se dire que même si on vient sans idée préconçue, même si on vient sans programme, on a une boîte à outils matérielle, concrète, technique, mais on a aussi cette ressource humaine qui nous permet de réinventer des situations et souvent d'aller au cœur de ce qui va toucher un public en fait. Et voilà, je pense qu'à partir de là, tous les publics sont convoqués, toutes les organisations peuvent nous accueillir, mais il faut faire ce pari avec nous. C'est aussi le pari d'une certaine manière, c'est le pari de la non-réussite, mais qui, quand on s'aventure tous ensemble dans ce pari-là, souvent fait une belle aventure humaine. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on n'est pas une société, c'est pour ça qu'on n'est pas non plus dans des productions qui déroulent des programmes trop préconçus. On a à cœur de se laisser surprendre les uns par les autres et de se laisser surprendre aussi par les ressources parfois inenvisagées d'un lieu, par exemple ici, un bureau. Et alors, ici, cette idée de créer à Idéactif un label sensoriel. Je pense que c'est une manière de mettre en œuvre les sens des gens de plein de manières différentes et d'aller au-delà de seulement la fête, parce que c'est ce qu'ils ont commencé à mettre en œuvre depuis Positive Altitude, qui était à la base quand même une fête, mais qui était une fête au sein de laquelle a été vraiment mise en œuvre des dispositifs techniques sonores et visuels vraiment de qualité, ce qui donne aussi à la fête une teinte toute différente parce qu'on peut vraiment profiter du son, on peut vraiment profiter de l'espace. Donc ça donne vraiment une temporalité, une expérience toute différente de ce qu'on voit assez souvent dans les fêtes un peu partout. Et je pense qu'ici, c'est vraiment un espèce d'aboutissement de ce travail-là, de mettre en œuvre différents sens et de proposer un espace qui est un peu quand même excentré de la ville et un peu coupé de ce qu'on voit d'habitude. Convoquer les sens pour faire sens et retrouver notre essence. Ça, c'est beau, c'est tout aussi chantant qu'Aciliacé, ce que vous venez de nous dire là. Ouais, moi je pense aussi qu'à Paris, il y a une scène de collectif, un peu comme le nôtre, on n'est pas du tout seul sur ce créneau-là, qui savent faire dans la création interactive, qui savent faire dans la création de nouveaux médias. Et je pense que la question des sensibilités, nous on dit plutôt les sensitivités en fait, et parce que les sensibilités, je pense que c'est un autre ordre d'expérience. Les sensitivités, je pense que ça décrit l'ordre de l'interaction avec les machines et dans le champ artistique. Donc je pense que sur ce créneau-là, il y a de plus en plus de choses qui sont faites ici et il y a une forme de mouvement de masse en fait. Et ériger un label sensitif, des arts sensitifs, je pense qu'il y a un vrai effet d'opportunité et ils sont très bien placés, ils le prennent très bien, mais je pense que ça décrit et ça pointe un état de fait, c'est qu'il y a une génération
et énormément de communautés qui s'affairent à créer dans ce milieu-là. Donc, au-delà de l'effet d'opportunité, ça pointe un état de fait de la masse de personnes, de cette micro-société artistique qui s'est vraiment emparée de ces nouveaux médiums, de ces nouvelles façons de faire de la narration par le geste, par l'image, par le son, par le tout cumulé et redistribué dans des nouvelles formes de storytelling, dans des nouvelles formes d'expérience. Et je pense qu'on est là-dedans, nous. Et je pense que eux, s'ils arrivent avec des moyens de production et une ingéniosité dans les manières de produire mais de diffuser aussi, ils sont extrêmement bien placés parce qu'ils ont un tremplin devant eux, parce qu'il y a de la ressource en termes créatifs. Ils ont un public aussi. Et ils ont un public qui est aussi à la base le public, un public qui est plus tourné vers la fête. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est des gens que j'ai l'habitude aussi de voir beaucoup dans le milieu de la fête et très rarement dans un milieu d'exposition ou d'artistique un peu plus que juste de la musique, et qui aujourd'hui s'intéressent vraiment à d'autres formes d'art qui n'est pas seulement la musique, qui est présente évidemment, mais qui transcende un peu tous ce genre de la fête unique qui est uniquement tourné vers la musique et qui s'ouvre vraiment vers une multisensorialité en fait au final. Donc c'est intéressant. Ils ont du pif et Idéactif. Ils ont du pif, ouais, complètement. J'adore. Il y a des catchphrases. Ouais, c'est des vrais catchphrases. Là, je sens qu'on a bien fait de partir sur Acid chantant parce que là, du coup, ça t'a donné ton fil rouge à mort. On a quitté les analogies marines pour l'instant. Ouais, on est plus sur les catchphrases. Je suis désolé, ça m'a échappé. Non, mais c'est très bien. Ça fait quasiment jingle. Hein. Peut-être que tu peux leur proposer pour leur pub à venir. Non, ça sera pas pris, j'espère. J'espère pour eux. Je pense que Bon, et ça y est, on plonge dans la fête, on y va. Allez, on y retourne. Qu'est-ce qu'on attend de ce moment de la... Il y a une histoire de grand retournement, il y a une histoire de point de bascule, il y a une histoire où quand même, vous savez que vous orchestrez quelque chose qui va en faire plonger certains. Je sais pas, on s'arrête à minuit, donc c'est ce qu'on on va dit. voir. Hein. Je sais pas si on peut plonger encore en 2 heures. Ça va être une plongée un peu courte, on va pas aller très profond, mais... Il y en a qui iront plus loin. C'est vrai. C'était Numesci, naissance d'un appel sensoriel, une plongée immersive au sein d'un rêve cinétique capté les 4 et 5 juillet 2019 dans les locaux d'Idéactif, produite par Idéactif et réalisée par En Roue Libre.